Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Filtre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant et souvent délicat, la médecine esthétique. Cela fait maintenant plus de 5 ans que j'ai poussé pour la première fois la porte d'une clinique Matignon où j'ai fait la connaissance de mon invitée, la doctoresse Marie-Eugénie Nichanian. Est-ce qu'on peut être authentique, naturel, si on fait appel à la chirurgie esthétique ? Qu'est-ce qui m'a poussée à commencer ? Est-ce que ça nous déforme ? À travers nos discussions, nous explorerons des questions essentielles telles que l'évolution de ma relation avec la médecine esthétique et son impact sur ma perception de ma beauté. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi à une conversation fraîche, franche et enrichissante avec Marie. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Marie. Bonjour Isaline, Comment vas-tu ? je suis trop heureuse d'être là. Moi aussi, je suis ravie que tu aies accepté d'être derrière mon micro. C'est trop cool. Je vais commencer par une petite présentation. Oui. Alors, je vais la lire, si tu permets. Et puis après, il y aura l'espace pour que tu réagisses. Ça te permet peut-être de te poser un petit moment. Et c'est Chouette. moi qui ai la parole. Marie, nos chemins se sont croisés à la clinique Matignon, où tu exerces et partages ton expertise en tant que médecin-chef. Oui. Et c'est injectrice pour le visage et le corps. Mhm. Ta vision de la médecine esthétique est centrée sur une approche naturelle et respectueuse, ce qui m'a particulièrement parlé lors de notre première rencontre. De cette première rencontre, je garde en mémoire ton sourire contagieux et ton regard franc. Ton énergie audacieuse me booste et me donne envie de tout oser. Depuis, j'ai appris lors d'un repas que tu rêves de vivre une vie de bohème avec ton accordéon. Peut-être un jour, qui sait. Mais aujourd'hui, tu ne te contentes pas d'être maman d'une petite fille. Et d'être une praticienne talentueuse, tu es aussi une véritable source d'inspiration pour moi. Où moi, je doute souvent. Toi, tu y vois que des opportunités et des possibilités. Ce qui ne cessera de me fasciner, je te le dis. Nos rendez-vous se transforment souvent en débats philosophiques sur des sujets aussi divers que variés. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, je suis donc ravie de t'accueillir derrière mon micro pour partager, on verra bien quoi. Que penses-tu de cette petite présentation ? Ah, c'est joli, ça me touche. Merci. T'as envie d'ajouter quelque chose ? Bah ouais, que tu me fantasmes un peu, mais c'est peut-être le syndrome de la blouse blanche. Moi, je crois pas. Tu vas me dire où c'est que je te fantasme un peu alors ? Je crois pas être toujours aussi positive et je crois pas ne jamais être traversée de doutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, le cadre dans lequel je t'ai reçue quelquefois, c'est aussi un cadre qui est un petit théâtre. Tu sais, je suis dans mon rôle, dans un des rôles de ma vie, autre que mon rôle d'épouse, mon rôle de maman, mon rôle de femme, mon rôle de speaker. Je suis aussi ce médecin esthétique. Et je suis dans un rôle où je ne suis pas le médecin-chef, où je suis dans cette relation proche avec les gens. Et c'est un petit théâtre, en fait, vraiment. J'imagine que les gens s'attendent à avoir un certain accueil, une certaine écoute, un certain degré de relation. Après, évidemment, j'ai conscience que c'est des choses que je projette moi et donc que j'essaye de créer cet environnement favorable à l'expression de tout un tas de choses et pas juste à délivrer des injections dans les visages de mes patientes. Ouais, je confirme, tu vois. La bulle est créée. Ouais, alors j'aime bien l'idée d'une bulle et j'aime bien cette idée d'interagir de manière privilégiée avec quelqu'un. J'apprécie
vraiment ça. Mais justement, tu m'as dit, je suis dans un petit théâtre à ce moment-là. Mais justement, il manque quelques infos croustillantes quand j'ai fait ta présentation. C'est quoi ton plaisir coupable, Marie, quand tu rentres d'une journée de travail ? J'ai la chance... mon mari a déniché un appartement avec une vue sur le lac, sur les quais, à Vevey. Donc, j'ai beaucoup de chance qu'il ait pris cette patience-là. Et mon plaisir coupable, c'est très simple, c'est de me caler dans un de mes fauteuils avec un verre de Coca Zéro et de regarder par la fenêtre, juste de laisser retomber 5 minutes l'effervescence de la journée et toutes ces rencontres et ces destins croisés. Et qui es-tu, Marie, si tu dois te définir sans rôle, sans justement toutes ces casquettes ? C'est tellement... Ça paraît tellement compliqué. Ah. Bon, Marie aime boire un verre de Coca Zéro sur son canapé. Sans les casquettes, qui je suis. Waouh. Je suis... j'aime m'inscrire... c'est difficile sans les casquettes, en fait, pour moi. J'aime m'inscrire dans une lignée, j'aime m'inscrire dans une continuité. J'aime me rappeler justement d'où je viens, j'aime me rappeler de qui je suis la fille, j'aime me rappeler qui j'ai choisi pour vivre, j'aime me rappeler qui j'ai engendré. Ça me positionne. C'est comme si c'était, tu sais, la clé dans la serrure et puis après on ouvre tout un... C'est ce que j'ouvrirais là, c'est pas la porte d'une maison, c'est la porte d'un vaste jardin. Et puis dans ce jardin, il y a tout ce qui me passionne. Il y a justement cette médecine esthétique qui occupe une grande place de ma vie. Et puis je suis de plus en plus passionnée par les femmes. Moi qui ne me reconnaissais pas quand j'avais 20 ans, qui affirmais que j'aimais pas être avec des filles et que c'était superficiel et que je préférais toujours la compagnie des garçons et des hommes et puis si possible des entrepreneurs et des gens qui m'inspirent. Et en réalité, je découvre maintenant de plus en plus au contact des femmes une mine d'une richesse incroyable. Et ça me passionne. Je suis passionnée par la musique, par le théâtre, par les arts, par tout un tas de choses qui peuvent me faire rêver. Tu vois, en arrivant là à ce studio, je suis arrivée depuis le centre de Lausanne à pied. Et le fait de grimper dans cette vieille ville, de s'imprégner des pavés, de la cathédrale, de ces petites rues, de toute cette histoire, je sais pas. Moi, c'est comme si je pouvais sentir tout ça et comme si ça me permettait de... je sais pas, d'être là à la fois, parce que je crois que je suis très dans le présent, mais à la fois d'enrichir mon présent de tout un tas de dimensions. Et donc, ça rejoint ce que je te disais. J'ai besoin de me définir dans une lignée. Voilà, tu as quand même répondu à ma question sans casquette, du coup, tu vois, tu m'as dit plein de choses qui te passionnaient, là, je trouve. Ok, très bien. Justement, tu m'as parlé que la médecine esthétique prenait une grande place dans ta vie. Oui. Est-ce que tu peux te remémorer le moment où justement ça a commencé, où tu as décidé... je sais pas, il y a un moment précis ? Il y a 2 phases. Il y a une phase toute petite où je vais en consultation de dermatologie accompagnée par ma maman, j'ai 10 ans, pour faire brûler une verrue plantaire. Et en fait, je tombe littéralement en amour de cette dermatologue parce que j'aimais ce qu'elle représentait, j'aimais sa douceur, j'aimais son savoir, j'aimais le fait qu'elle soit capable d'amener du soin et de traiter et régler quelque chose. Et je crois que ce qui m'a fascinée, c'est la façon dont ma mère la regardait.
Parce que ma maman avait une admiration pour cette femme incroyable. Elle se sentait super bien avec elle. Et je me disais, en fait, moi, je veux être ça. Et je l'ai réalisé que bien plus tard, que probablement le regard que ma maman posait sur cette femme, probablement m'a influencée. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit à ma maman, elle fait quoi comme métier ? Je veux faire le même métier. Et là, j'étais une élève moyenne. Et puis elle me répond, écoute, si tu veux faire ça, on sera derrière toi, on t'accompagnera. Et puis, plus tard, quand j'ai entamé mes études de médecine et que j'ai fait mes études en France et j'ai pas eu la possibilité de choisir la spécialité de dermatologie, c'est venu avec un renoncement. Et un copain de mon père qui me dit mais enfin, tu peux faire de la médecine esthétique, c'est bien mieux, c'est le côté sympa de la dermato, le reste, enfin, c'est quand même, si tu sors de l'hôpital, ça va quand même être très restreint. Et puis, cette idée a germé dans mon esprit. Et puis, on a mis les moyens en place avec mon mari pour que je puisse me former. Et j'ai chopé le virus. Tu as chopé le virus. Ouais, littéralement, j'ai mis les pieds dans quelque chose qui m'a donné beaucoup plus de légèreté. À l'époque, dans le contexte, j'étais encore interne des hôpitaux en France, donc l'équivalent d'assistant des hôpitaux en Suisse. Et il n'y avait pas beaucoup de légèreté, crois-moi, dans ce que je faisais au quotidien. Et j'avais une tendance naturelle à l'empathie qui faisait que j'étais peut-être un peu trop investie et trop atteinte par parfois ce que je pouvais croiser. Et tout à coup, ça m'a donné une ouverture et une possibilité d'entrevoir le métier de médecin avec un peu plus de légèreté. Il y a quand même un mot qui me vient quand tu partages, là, à plusieurs reprises, c'est le bien-être. C'est quelque chose qui t'a... Est-ce que c'est une ligne directrice dans ton parcours, le bien-être des autres ? Oui. Oui, clairement. Et je crois que c'est ce qui m'anime. C'est que quand je me lève le matin... alors, j'ai la chance d'être passionnée par ce que je fais, donc c'est pas une corvée de se lever pour aller travailler pour moi. Mais quand je me lève le matin, je crois que je suis profondément motivée par le fait que je sais que je vais distiller du bien-être. Et comment ça influence ton travail, alors, du coup, au quotidien ? En fait, c'est ça la finalité de mon travail. C'est ça le but à atteindre. C'est-à-dire que même si je ne fais rien à quelqu'un, même si je ne lui prodigue pas de gestes pour régler un complexe, l'embellir, que sais-je, dépendant de la motivation qui fait venir cette personne-là, ce qui m'anime le plus, c'est de me dire, elle est rentrée dans mon bureau, elle en ressort, elle se sent mieux que quand elle est rentrée. Goal absolu. Goal absolu. C'est beau. C'est beau t'entendre parler avec passion, en tout cas, avec les yeux qui brillent. Et toi, tu as eu recours à la médecine esthétique ? Oui. Tu avais des craintes, des aspirations avant de le faire ? Oui, bien sûr. Et ce qui est toujours un peu ambivalent aussi, en fait, hein, parce que tu es plusieurs fois par semaine, toute la journée, dans la position de quelqu'un qui prodigue ses soins. Et quand il s'agit tout à coup de régler quelque chose qui t'embête sur ton propre visage, tout à coup, tu as des peurs, en fait. Alors, on n'est pas tous comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai fait face à ces craintes-là, à ces peurs. Par exemple, j'avais des rides sur le front qui étaient assez prononcées depuis très longtemps. Et quand je me suis penchée sur ce phénomène-là parce que ça me gênait trop, je savais pertinemment qu'il fallait faire de la toxine botulique pour régler ça. Et j'ai résisté quelque temps, en fait. Je me suis dit, non, en fait, je veux pas ça, je sais pas. Et pourtant, t'en fais, en fait, aux gens. Et donc, quelque part, ça me donne aussi suffisamment de
de recul et d'empathie, de compréhension face aux gens qui viennent et qui me disent oh, non, mais attendez, ça, j'ai tellement peur de faire ça. Oui, je comprends, mais en fait, votre réaction, elle est très saine. Vous avez peur, ok. Après, il faut voir, faut jauger le niveau de peur. Et puis, si le niveau de peur est trop élevé, on peut trouver d'autres stratégies. Ensuite, si ces stratégies sont concluantes, c'est génial. On n'a pas eu à aller contre ces peurs. Et puis, si les stratégies ne sont pas concluantes, à ce moment-là, il faut se pencher sur ce qui fait un peu plus peur et voir si on arrive à le surmonter ou pas. Oui, moi, j'avais très peur quand j'ai passé la porte la première fois. Et pourtant, il t'est rien arrivé de mal. Ah non, non. Non, et puis ce qu'il faut soulever aussi, c'est qu'il ne m'est rien arrivé de mal, au contraire même, quand même. Et puis, je n'ai pas fait d'actes ou de gestes qui étaient, je dirais, comment on va dire, qui est un avant... Enfin, c'est rien qui était permanent. Ça passe, ça veut dire que tout s'estompe si jamais vraiment il y a quelque chose. Voilà. Exact. Et puis ça, c'est un point important. Moi, j'avais l'image de Nip Tuck, tu te souviens quand je suis passée? Oui, mais je me rappelle que je te vois en train de me dire ça. Mais oui, bien sûr. Mais où est ton bâton de rouge à lèvres rouge? Est-ce que tu vas me dessiner? Ils sont où les beaux mecs qui vont me découper? Non. Quand je suis venue la première fois, effectivement, c'était pour la rosacée. Depuis, mon chemin a bien évolué au gré de mes envies et de mes aspirations. Ce que j'aimerais aussi soulever avec toi aujourd'hui, c'est aussi toute la liaison qu'il y a. Enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, la médecine esthétique, c'est la confiance en moi. Et dans ta présentation, justement, pour moi, tu es quelqu'un qui a confiance en elle. Et tu me dis, moi, tu me fantasmes. Alors, on va commencer par... Oui, mais justement, tu vois, c'est pour en revenir à ce petit théâtre, en fait. Quand tu viens consulter en médecine esthétique, t'as pas envie... d'avoir quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. En fait, tu viens déjà avec quelque chose qui t'a poussé, parce que, en fait, t'es pas obligé. Ah non, c'est ça. Voilà, déjà, t'es pas obligé. Non. Tu franchis le seuil d'une clinique, après souvent un délai de réflexion. Il y a des études sociologiques là-dessus qui disent que, a priori, on peut penser, avant de passer à franchir les portes d'un établissement qui dispense ce genre de soins, on peut passer 1 an et demi, 2 ans de réflexion. Ah ouais, c'est long. Hein. Donc, à l'époque des réseaux sociaux où tout est hyper rapide, instantané, exact, c'est très long, en effet. Et donc, toi, tu arrives avec cette insécurité que tu as aussi un peu nourrie quelque part pendant ce laps de temps. Tu as eu largement le temps, finalement, de nourrir ce truc-là. Tu n'as aucune envie d'avoir quelqu'un qui est insécure en face de toi. Ça, c'est juste... ce serait reparti, je pense. Non, mais parce que tu as déjà, toi, à dealer avec ta propre insécurité qui t'a poussé à être là. Donc, c'est comme pour tout pan de ta vie où à un moment, tu as besoin d'un professionnel, d'un artisan. Tu veux pas qu'il te dise « Non, mais attendez, je vais réfléchir. » Non, il a l'intime conviction très rapidement, en fonction de ta demande, de ce qu'il faut faire pour que ce soit bien. Après, c'est soumis à devis, c'est soumis à échelonnement, c'est soumis à planification, mais en fait, tu abordes de la même façon un charpentier, un plombier, un électricien, ton garagiste, n'importe quel corps de métier. Après, c'est plus ou moins indispensable à ton quotidien ou à ta propre sécurité même. Oui. Donc, nous, on touche un pan de l'existence qui n'est pas indispensable. Oui, après, comme moi qui me vois tous les jours dans ma caméra depuis 7 ans, ça peut être compliqué quand même, tu vois, et ça dépend de tous les métiers que tu fais, effectivement. C'est juste. Mais c'est pour ça que l'approche, elle doit être individuelle et que je pense que plus on vieillit, meilleur on devient comme médecin esthétique parce que, en principe, tu fais un peu ton chemin aussi parce que tu règles des choses petit à petit, tu pelles un peu l'oignon, t'enlèves des couches et puis... J'ai envie de te poser, qu'est-ce que tu poses au petit à petit? Qu'est-ce que tu as posé? Justement, le travail de la confiance en moi.
c'est pas acquis du tout. Du tout. Quand tu arrives, que tu sais que tu n'as pas beaucoup d'expérience, le syndrome de l'imposteur, il est là, hein, il est juste là, derrière la porte, prêt à te surgir dessus. Aujourd'hui, il est parti. Aujourd'hui, j'en souffre plus, mais à certains moments, oui, j'ai pu me dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour faire ça ? Qu'est-ce que j'ai comme légitimité de faire ça ? Et tu sais, ce qui m'a permis de grandir, de toute façon, voilà, c'est ça qui est enrichissant, c'est que c'est un métier où tu rencontres énormément de gens. Donc j'apprends des gens qui sont dans des positions de traîneur et d'enseignant pour moi, mais j'apprends aussi énormément des patients, des patientes, du partage d'expériences. Et un jour, quand je dis au médecin que je considère actuellement comme mon mentor, lors d'une conversation après un workshop, un training assez intense, et il a vu quelque chose en moi dont j'avais pas conscience. Tu vois, c'est ça qui est drôle parfois. Et je lui dis, il me dit, mais tu dois faire ça, tu dois aller te former là comme ça, tu dois faire ça. Et je lui dis, mais en fait, je crois que je suis pas encore légitime pour faire ça. J'ai pas encore assez d'expérience pour faire ça. Et tu sais, ce qui était intéressant, c'était justement la différence de genre à cet endroit-là, parce que cet homme-là, ce confrère-là, a posé sur moi un regard d'incompréhension, comme si on parlait en anglais à ce moment-là. Tout à coup, c'est comme si je m'étais mise à parler en mandarin, en fait. Et il comprenait pas tout à coup à quoi je faisais référence. Comment c'était possible, parce que lui-même, probablement que ça lui a jamais effleuré l'esprit. Et là, quand tu observes la situation un peu... c'est pour ça que je pense que je suis quand même assez ancrée dans ce qui se passe. Quand tu observes la situation en faisant un pas de côté, tu te dis, mais en fait, là, on se comprenait super bien. Et là, tout à coup, j'ai dit un truc, il ne me comprend plus. Donc, il ne me comprend plus. Peut-être qu'il n'a pas les skills pour me comprendre, mais peut-être que moi, je dis un truc aussi qui est un peu d'une autre dimension et pour lequel il n'y a pas de fondement. En tout cas, dans son monde à lui, il n'y avait pas de fondement, effectivement. Non, effectivement. Et ça te bouscule. Si tu l'observes, ça peut te bousculer et tu peux te dire, mais en effet, ça n'a aucun sens. Pourquoi je doute ? Oui, ça te bouscule et en même temps, ça permet de te mettre, je peux faire un petit coup de pied au cul, quoi, dans le sens, arrête de te trouver des excuses, en fait. Je suis la première aussi, avec le syndrome de l'imposteur, de se dire, mais je suis pas légitime de le faire. Et en fait, quand tu vois que d'autres ont l'audace et beaucoup moins de le faire, on se dit, mais alors eux, ils osent, alors pourquoi pas moi, en fait ? Bien sûr. Qu'est-ce que je me raconte comme histoire ? Bien sûr. Et puis alors, il y a cette histoire de légitimité. Et puis, il y a aussi cette histoire de culpabilité qu'on a, nous, les femmes, une espèce de chape de plomb. Alors ça, on peut en parler longtemps. On peut en parler longtemps. Mais justement, au gré des rencontres, tout à coup, t'as 2 formatrices plus âgées qui ont un peu plus de bouteilles, qui ont passé des expériences difficiles et qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent, écoute, là, je vois que t'es pas dans ton assiette et je vois que c'est parce que tu te sens coupable de... tel ou tel truc. Tu sais quoi ? Gagne du temps. Ne te sens jamais coupable de rien. Tu es dans ta vérité. Si tu es aligné avec toi-même, vas-y à fond. Et donc, c'est la même chose pour une femme qui arrive et qui se dit en fait, je me sens tellement pas bien. Il y a ce truc-là qui me dérange. Et puis, en fait, ça va peser sur le budget familial. Et puis, vas-y. Qu'est-ce que vont penser les gens de ce que je fais ? Et puis, enfile cette robe de culpabilité. Et puis, en réalité, si tu essayes de changer ton point de vue, tu peux aussi te dire, en fait, voilà, quel est le niveau de gêne que je ressens face à ce complexe physique. Et si le niveau de gêne est très bas, en effet, peut-être qu'il y a une option de regarder comment on peut vivre avec. Parce que finalement, les soins de médecine esthétique, c'est quand même un budget, même si ça s'est énormément démocratisé. Et donc, pour essayer de faire
de mettre en équilibre ton niveau de gêne et le budget que tu dépenses, peut-être que ça va être un peu déséquilibré et que ta gêne justifie pas que tu y mettes ce budget-là pour toi, dans ce moment de ta vie, par rapport à ton budget familial, personnel, ce que tu traverses, peu importe. Donc, ça te permet d'être aligné à toi. Et il y a d'autres moments ou d'autres contextes où finalement, ce tout petit truc, on va prendre l'exemple de la ride du lion, qui est tellement basique. Ce tout petit truc qui peut être réglé rapidement, qui coûte pas trop cher, mais qui, toi, te pèse. Parce que tu te regardes tous les matins, parce que tu n'y peux rien, en fait, tu fronces les sourcils quand tu dors. Parce que quand tu rêves, tu peux pas maîtriser tes mouvements. Non, cette petite chose que tu as de manière inconsciente et que tu ne peux pas maîtriser. Voilà. Parce que si tu fronces des sourcils devant ton ordinateur, c'est pas la même chose que si tu fronces des sourcils quand tu dors la nuit, en fait. Donc, il te faut bloquer ce mouvement-là, sinon on n'y arrive pas. Et tout à coup, quand on l'enlève, on t'allège. Et tu sais, les premières fois quand je fais ce traitement-là, typiquement chez des patientes, et elles arrivent, on a tous les cas de figure, mais elles peuvent arriver à 25 ans et puis elles peuvent arriver à 45 ans. Je les vois toujours 2 semaines plus tard pour me rendre compte et puis pour éventuellement corriger, rajouter. Mais ce que j'aime voir, c'est comment elles se sentent. Et quand la gêne était très importante, elles viennent en disant « Bon sang, mais je me sens libérée ». Mais en fait, tu ne te sens pas juste libérée d'une ride. C'est beaucoup plus que ça. Elle se sent libre de pouvoir interagir avec autrui parce qu'en fait, elle a tellement focalisé là-dessus que elle dit « Mais j'ai plus besoin de me soucier quand je parle à quelqu'un de remettre ma mèche parce que, en fait, cette personne va regarder ma ride du lion. » Oui, du signal qu'elle envoie de manière inconsciente à l'autre. Peut-être l'autre, elle est fâchée alors que pas du tout. Tu vois, c'est juste elle parce est en train de se dire non, mais là, parce que c'est des rides d'expression et que ce sont des vecteurs d'émotion. Et à un moment, elle vient parce que certes, elle est gênée, mais aussi parce qu'il y a une espèce de discrépance entre comment elle se sent et ce que son visage renvoie. Et donc, ça, c'est une excellente raison de traiter. Et tout comme, tu as des gens qui viennent et qui te disent « Moi, je vous préviens, ça, c'est ma marque de fabrique. On a tous ça dans ma famille et pour rien au monde, je veux l'enlever. » Mais c'est magnifique. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, mais moi, il m'amène... Et c'est d'autres subtilités qui prennent le pas. Qu'est-ce qui amène les gens à venir en chirurgie esthétique ? Qu'est-ce qui les déclenche ? Une gêne. Une gêne. Que ce soit en chirurgie ou en médecine esthétique, c'est une gêne. C'est à un moment quelque chose qu'ils voient et qu'il leur renvoie une image d'eux qui ne leur correspond pas. Quelle émotion tu as, toi, quand tu es en cabinet, puis que tu reçois les gens, puis que tu fais ces gestes-là ? Quelle émotion tu ressens ? Je me mets complètement au service parce que j'ai vraiment intégré qu'il ne s'agit pas de moi. D'accord, donc toi, tu es vraiment... La personne centrale, ce n'est pas moi. J'aime bien l'image du pilote et du copilote. Et le pilote, c'est le patient. Ah, c'est intéressant. Et le copilote, c'est moi. Donc moi, je vais essayer de l'empêcher d'aller dans le mur. Alors, c'était une question, je te la pose maintenant. C'est quoi ta limite ? Si on vient vers toi, quel moment tu dis non, ça je fais pas, ça je suis pas d'accord ? La limite, elle est personnelle à chacun. Je crois qu'une limite universelle, c'est la sécurité des patients. Parce que, notamment en injectable, c'est pas des gestes anodins. C'est des gestes qui requièrent un niveau d'expertise et un niveau de connaissance anatomique élevé. Ouais, là, je te coupe pour profiter de dire que des fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, faites attention, n'est-ce pas ? Ouais. Faites-vous bien accompagner. Voilà. Et puis, il faut aller se faire conseiller par des médecins esthétiques qui connaissent bien la peau, qui font ça de préférence toute la journée. Voilà, on ne va pas se faire...
se faire mettre une prothèse de genou par un chirurgien qui fait ça une fois par mois, ça ne nous viendrait pas à l'idée. Donc de la même façon, aller faire des injections, aller faire de l'épilation laser, aller faire enlever des taches, ça paraît pas très sage de mettre sa peau dans les mains de quelqu'un qui manipule pas toute la journée, en fait. Donc ça, c'est déjà un parallèle. Et donc, en termes de sécurité, parfois, je dis non, mais en fait, moi, je ne vais pas sur cette zone-là parce que c'est vous faire encourir un risque avec des injections ou avec votre type de peau. Ce laser-là, je ne le ferai pas parce que c'est vous faire courir un risque. Donc, je ne le prends pas parce que la sécurité, c'est le début de tout, en fait. À partir du moment où on décide qu'on va entamer un traitement, c'est qu'on peut garantir des conditions de sécurité. Encore une fois, dans ce domaine, on pratique des gestes qui ne sont pas indispensables. Donc, en médecine, il y a des notions d'obligation de moyens pour la médecine classique qui s'intéresse à des pathologies, où on s'attend à ce que le médecin, le chirurgien, fasse tout ce qui est en son pouvoir pour mettre tous les moyens en œuvre pour guérir la pathologie. Et puis, il y a aussi une notion d'obligation de résultat. Quand on s'intéresse à une pathologie, on ne parle même pas d'obligation de résultat parce qu'on sait que c'est une science inexacte et c'est loin d'être garanti qu'on puisse obtenir la guérison complète, par exemple, ou la stabilisation d'une maladie chronique. Dans ce contexte d'obligation de résultat, on est un peu plus là-dedans en médecine esthétique. Et c'est drôle parce que j'avais cette discussion tout à l'heure avec un confrère expérimenté que je respecte beaucoup, de la place lausannoise. Et puis, il me disait, mais vous en pensez quoi de cette histoire d'obligation de résultat? Et moi, je pense qu'on doit tout mettre en œuvre pour obtenir le résultat que le patient attend. Comment tout mettre en œuvre? Avant cette étape-là, il faut communiquer avec la personne sur une base suffisamment saine et honnête pour essayer de comprendre au mieux ce qu'elle cherche à obtenir et répondre aussi avec la plus grande honnêteté de est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est atteignable aussi? Est-ce que c'est atteignable ou pas? Et si c'est atteignable, est-ce qu'avec un traitement, c'est atteignable? Est-ce qu'avec une combinaison de traitements, c'est atteignable? Encore une fois, de la même façon que tu attends de ton plombier quand tu rénoves ta salle de bain, qui te dise clairement comment c'est possible. Parce que s'il te dit oui, parfait, et puis finalement, le devis ne correspond pas du tout à tes attentes parce que tu n'avais pas imaginé tout ce qu'il fallait mettre en œuvre en termes de rénovation. Ah bah non, je suis fâchée. En fait, tes attentes ne sont pas en regard de ce qu'il va te proposer. Donc, l'essentiel de ce rapport de confiance qu'on construit pendant nos consultations, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre où la personne a envie d'aller, qu'est-ce qu'elle a envie d'améliorer. Déjà, est-ce que c'est raisonnable en termes de sécurité? Et puis, est-ce que c'est atteignable avec les moyens actuels et à quelles conditions? S'ensuit un devis, un plan de traitement. Et donc, quand tu poses tout ça de manière très claire, là, tu peux avoir une discussion, tu peux obtenir l'adhésion, tu peux parfois devoir composer avec le budget, avec le temps, avec les contraintes sociales des gens. Mais en tout cas, tu peux enfin entrer dans un process de manière apaisée, tranquille et avec une relation de confiance. Donc, en fait, ta limite, elle est basée sur tout ça, sur ces critères-là. Oui. Elle n'est pas basée uniquement sur des critères
esthétiques qui m'appartiennent. Oui, bien sûr, j'aime pas faire des grosses lèvres. Oui, C'était bien ma sûr, question. j'aime pas faire des traitements exagérés. J'aime pas les visages trop remplis. J'aime pas qu'on puisse... Je n'aimerais pas qu'on dise de moi ou qu'on dise d'une de mes patientes, si on la rencontre au centre commercial ou dans la rue, en traversant la rue, j'aimerais pas qu'on se dise à 4 mètres... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a forcé. Ouais, ça c'est dommage. Ou en fait, un essaim d'abeilles qui était tombé dessus. Enfin, que sais-je, je sais pas. Après, le langage... Oui, bon. Voilà, le langage lexical, le champ lexical des possibles par rapport au fait d'avoir fait trop. Ça peut aller très, très loin, ça peut être animalier, ça peut être clairement désobligeant. Mais voilà, j'aimerais pas être celle qui... pousse À l'outrance. à l'outrance et trop. Je pense de toute façon que on sélectionne aussi un peu. J'allais dire. Ouais, tu vois. On attire ce qu'on dégage. Un peu, je crois. Quels sont les mythes que tu rencontres le plus autour de la médecine esthétique? De moins en moins le botox dans les lèvres. Les gens sont de mieux en mieux informés sur le fait que quels sont les moyens disponibles et à quoi ils servent. Donc, on a maintenant assez bien compris que la toxine botulique, c'est quelque chose qui est dédié au rite d'expression. On a assez bien compris que l'acide hyaluronique, c'est un excellent traitement volumateur qui est en partie réversible, qui peut être dissous immédiatement en cas d'incident ou d'accident d'injectable. Donc ça permet, là encore une fois, de poser un cadre sécure. Et puis, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à leur qualité de peau, à leur teint, et à la finesse du grain, à l'éclat, plus qu'à être... Moi, plus jeune, je veux dire, tu vois, à combattre des mythes de... En réalité, les gens ont compris que la jeunesse passe par un certain éclat. Je suis d'accord avec ça. Alors, en réalité, t'auras, même si tu gardes tes rides d'expression ou tes rides ou de la perte de volume, le fait d'avoir pris soin de la qualité de ta peau, le fait d'avoir un teint frais, éclatant, ça te fait paraître plus jeune, plus dynamique, en meilleure santé. Et donc, en fait, on est plus là-dedans actuellement que cette recherche de jeunesse un peu éternelle. Oui, parce que moi, ce que j'entends sur les réseaux, souvent, c'est que ça déforme, tu vois, c'est que c'est irréversible. Alors, oui, ça déforme oui, je suis d'accord. Si c'est mal employé. Complètement. Et si on n'utilise que des injections d'acide hyaluronique, oui, ça déforme. C'est pas un mythe, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation de confiance avec un praticien, d'avoir quelqu'un qui propose pas que des injections, à mon sens. Parce que, évidemment, que le médecin qui te reçoit pour faire de la médecine esthétique, on va pas se mentir, il fait du commerce. C'est une réalité. En même temps, on le sait, on n'est pas là pour... Non, mais donc c'est une réalité. Oui. Donc, si tu ne veux pas biaiser son approche, et si tu veux qu'il t'offre le meilleur conseil possible, il faut qu'il ait 2-3 outils à disposition, à la fois de diversification de son commerce, puisqu'on est quand même là-dedans, mais à la fois de garder l'intérêt pour le patient au centre de la discussion. Parce que comment veux-tu que quelqu'un qui ne propose que des injections t'encourage à enlever tes taches si tu en as et que tu te présentes avec ça en disant « Écoutez, je sais pas, je trouve que mon teint, il est moins bien. » Mais s'il n'a pas de moyen de traiter ça, il va le minimiser parce qu'il a peur de te perdre. Complètement. Tu vois ? Et je jette pas la pierre, c'est humain. Oui, mais d'où l'importance d'aller dans des
clinique qui offre plusieurs possibilités. D'ailleurs, moi, je viens pas que pour me faire injecter, hein, je viens pour tellement d'autres choses. Oui, exact. Mais oui, c'est un tout, comme je dis. Moi, il n'y a pas que ça. Il y a les lasers, le Fraxel, il y a tellement d'autres choses sur la qualité de la peau, Exact. sur ma rosacée. Bien sûr. Donc, effectivement, tu as bien fait de le relever. La médecine esthétique, ce n'est pas que les injections. Non, clairement. Et c'est bien plus riche que ça. Et j'aimerais aussi qu'on soulève le fait que c'est pas que pour la beauté aussi. Il me semble qu'il y a aussi pour la transpiration, non, et les maux de tête. Bien sûr. Qu'on peut aussi faire des injections. Enfin, il y a d'autres bénéfices. Il y a des applications, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, le plasma riche en plaquettes, qu'on appelle aussi Vampire Lift, Oui, que j'ai adoré d'ailleurs. qui a été tellement Aussi, mis en ça, avant oui. par Kim Kardashian, etc. etc. Ben, en fait, ce plasma riche en plaquettes, appliqué à la peau en traitement de médecine esthétique, c'est clairement détourné d'applications purement médicales et rhumatologiques. Parce que les cartilages, les tendons, c'est des tissus qui ne sont pas bien vascularisés, qui ont tendance, quand ils s'abîment, à avoir de la peine à se réparer. Or, on a dans notre corps une super cellule qui s'appelle la plaquette, qui fait partie des cellules circulantes dans le sang, au même titre que les globules rouges et les globules blancs. Et ces plaquettes, elles interviennent dans la coagulation. Quand tu te blesses et que tu saignes, c'est ça qui fait qu'on a un tampon plaquettaire. Et puis, elles interviennent aussi dans la réparation tissulaire. Ouais. Et elles permettent de réparer n'importe quel tissu de la même façon qu'à son origine. Donc, ça signifie, c'est comme ça qu'on a découvert qu'à l'intérieur, il y avait des facteurs de croissance indifférenciés et que où que tu poses ces facteurs de croissance, il y a un effet de stimulation qui est dépendant juste du fait que tu aies des récepteurs plus ou moins, mais pas vraiment dépendant du nombre de plaquettes que tu as. Donc, ces applications, elles ont été éprouvées en rhumatologie. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, le produit qui avait un peu débordé sur la cicatrice, typiquement de l'épaule dans laquelle on avait injecté ce PRP, la cicatrice était plus jolie. Ouais. Et donc, on s'est dit, tiens, voilà, application esthétique. Oui, mais ça, c'est un traitement que je trouve fabuleux. Oui. Pour les femmes qui prônent vraiment que le naturel. Exact. Parce que là, du coup, ça vient de ton corps, c'est 100% naturel. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu penses du fait que toutes celles qui prônent le naturel, justement, est-ce que c'est compatible avec une intervention en médecine esthétique? Est-ce que tu penses que les deux peuvent se côtoyer? Quand tu dis naturel, c'est pas dans la notion de résultat d'aspect naturel. C'est dans la notion d'injecter quelque chose sous la peau. J'ai un peu les deux, parce que je sais qu'il y a aussi cette notion de est-ce qu'on peut paraître naturel en ayant fait des injections. Mais moi, ma question là, tout de suite, c'était plutôt c'est ce courant qui est dans le produits naturels, etc. Est-ce que, voici, moi, je suis là-dedans. Est-ce que je peux quand même, parce que j'ai vu cette rite du lion, est-ce que c'est compatible avec ça ou est-ce que je déroge à mes valeurs? Tu vois, c'est ça. Quelle ambivalence elles peuvent avoir dans leur quotidien? On a parfois ce genre de discussion avec les patientes. C'est intéressant. La toxine botulique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature. Et en fait, on s'est aperçu de ses propriétés. Et puis, c'est pareil, là aussi, c'est une indication médicale qui a été détournée. Les ophtalmologistes qui essayaient de corriger des strabismes en paralysant certains muscles pour pouvoir réaxer les yeux. Et puis, tout à coup, on s'est aperçu que les gens à qui on faisait ça, avec des strabismes congénitaux, ils n'avaient plus de rides du lion. Donc voilà. Ils sont plus beaux. Et puis, c'est le couple des docteurs Carothers qui a grandement travaillé justement à l'expansion de la toxine botulique en médecine esthétique. Et c'était drôle d'entendre il y a 2 ans Jean Carothers, 82 ans, au congrès à Paris où il y a 14 000 médecins du monde entier qui se présentent, prendre la parole et dire écoutez,
moi, j'ai plus froncé les sourcils. Nous rappeler cette histoire, nous rappeler d'où ça vient. D'où ça vient. Et dit, mais moi, j'ai plus froncé les sourcils depuis 1987. Et tout va bien. Donc, voilà. Donc, juste c'est compatible, cet du coup. aparté-là. Mais juste pour dire, au départ, c'est naturel. Ensuite, bien sûr qu'il y a un process industriel de duplication de la molécule, de multiplication, de conditionnement, de stérilisation, de mise aux normes pour faire en sorte que ce soit injectable sans risque, etc. etc. Mais en fait, c'est issu de la nature. Tu as des histoires de patients qui t'ont particulièrement touchée, que tu peux divulguer, bien sûr, parce que bon... J'en ai plein. Tu as le droit de nous en raconter ? Écoute, là, j'ai pas de cas particulier qui me vient. Ça me viendra peut-être dans un moment, mais je suis particulièrement touchée quand les femmes ou les hommes viennent à des moments de leur vie où ils se sentent vulnérables, où ils se sentent plus désirables, mis au rebut. Alors, plus désirables, c'est pas tant dans le couple ou dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi par rapport au marché du travail. Ah oui, intéressant ça. Et je suis particulièrement touchée quand on a une discussion, on décide d'un plan de traitement, on met en place ce plan de traitement et que les gens reviennent en disant en fait, je me sens tellement mieux, je me sens libérée. Je crois que ça m'a donné le petit coup de pouce pour performer à cette interview-là parce que c'était vraiment un job important pour moi. Et puis je l'ai eu. Ou je suis en bonne passe de l'avoir. Ou en tout cas, si je ne l'ai pas, c'est pas grave parce que j'ai de nouveau l'élan pour y aller, quoi. En fait, au-delà du paraître, ça va au-delà du paraître. Mais bien sûr. Parce que c'est un peu ça aussi, tu sais, qu'on entend, que moi j'ai eu sur les réseaux. C'est qu'au début, quand tu dis que tu vas faire des... Alors moi, je suis toujours très libre par rapport à cette parole-là, tu le sais, il n'y a pas de tabou autour de ce que je fais. Et du coup, je me suis quand même confrontée à des fois à des réactions en me disant déjà que j'étais moins authentique, que j'étais dans le paraître. Alors, c'est pas totalement tort non plus, parce que vu que je regarde mon image H24 sur les réseaux, mais ça fait plus que ça pour moi. On est plus que dans le paraître. Être dans le paraître, il y a quoi de mal à ça ? Il y a quoi de mal à ça ? En fait, quand tu es dans une profession où tu es exposé, c'est un peu le revers de la médaille finalement. Donc, être dans le paraître, en tout cas, si on nous fait à toi ou à moi ce commentaire, pour moi, c'est pas insultant. Oui, c'est un fait. Je travaille avec mon image et dans le paraître. Ok. Donc, comme avec un peintre avec ses pinceaux, quoi. Oui. C'est pas insultant. Oui. Enfin, c'est ça aussi. Je tu pense peux que aussi décider que c'est pas insultant. T'as raison. Et tu peux aussi décider que toi, tu as suffisamment de profondeur pour pas avoir à te justifier de prendre soin de ton apparence sans pour autant dévaloriser ou dénigrer ton intérieur, ton authenticité, ta richesse personnelle que tu dévoiles à qui tu as envie et peut-être à qui j'en sais rien, à qui vibre à la même fréquence que toi, à qui a envie de la recevoir, à qui a envie de partager avec toi. On peut pas tout partager avec tout le monde non plus, tu vois. Complètement. Donc, on peut déjà commencer par arrêter de se sentir insulté du fait d'être dans le paraître, parce que y a des médias, et il y a des médias visuels de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui sont dans le paraître. Et c'est un fait. C'est pas une insulte. Je pense que c'est au détriment des fois de l'être, tu vois. D'être présent, d'être vraiment à soi. Voilà. Mais on entre dans une autre discussion. Jugement facile. Oui, complètement. Jugement facile. Et je pense des fois que c'est aussi quelque chose qui a été construit pour
Moi, j'ai grandi avec l'idée qu'on pouvait pas être hyper belle et hyper intelligente. Tu comprends? C'est trop... Comme ça, déjà, ça séparait les deux. C'est trop dans la même personne. Voilà, exactement. C'est too much. Ouais, bien sûr. Du coup, je pense que ça fait partie aussi comment dire, de cette croyance-là. Je pars. Ouais, c'est une remarque qui est hyper intéressante. Moi, pendant mes études, on m'a beaucoup fait le reproche, pas le reproche, mais la remarque que j'étais toujours soignée. Et en effet, j'avais des collègues qui arrivaient à l'hôpital et qui étaient à peine sortis du lit et vraiment pas fraîches, quoi. Et moi, ça m'est jamais arrivé de me présenter comme ça, où que ce soit, mais par respect pour moi, mais par respect aussi pour des gens qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas choisi, qui subissent ça et qui, franchement, si tu peux être un minimum présentable, c'est déjà plus agréable. Et puis la personne, elle va s'ouvrir aussi plus facilement parce que certes, tu traites une pathologie, mais derrière cette pathologie, il y a un être humain qui vit tout un tas de choses et donc c'est pas limitant à ça. Et donc, j'ai toujours eu cette conscience que quand tu te respectes toi dans la façon que tu as de te présenter aux autres, ça, dans la juste mesure, pas trop de sophistication, pas trop de ci, pas trop de chichi, ça laisse aussi l'espace aux autres. C'est une histoire d'attractivité. Oui, puis de respect, je pense. Non? Alors, de respect en premier, et puis ensuite d'attractivité. Mais ça sous-entend d'être tranquille avec toi-même. Donc, le fait d'avoir des réflexions comme être dans le paraître qui sont prononcées comme des reproches par les personnes qui écrivent ça ou qui l'articulent, ça parle beaucoup plus d'elles ça, c'est juste, que de toi ou de moi, finalement. Et puis, c'est son opinion. Et puis, tu peux décider aussi de réagir ou de ne pas réagir. Et la laisser passer. Ça, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Oui, c'est un fait. On est dans le paraître. C'est pas une critique. Quelle réflexion tu aimerais qu'ils retiennent, 2 ou 3 réflexions que tu aimerais que retiennent nos auditeurs ou auditrices de cette discussion? Qu'il ne faut pas avoir peur de la médecine esthétique, ni des médecins esthétiques. que maintenant, à condition qu'on choisisse bien l'endroit où on va, on peut se garantir justement ce minimum de sécurité qui est indispensable, en fait. Il ne faut pas faire en dérogeant à la sécurité. C'est safety first, quoi qu'il arrive. De faire confiance à la relation. Et d'oser s'ouvrir, d'oser dire, voilà, moi je suis là pour ça parce que... En fait, je déteste mes bajoux parce que ma mère a ça et que quand j'étais enfant, j'aimais pas voir ça sur ma mère. Et maintenant, je vois ça dans le miroir et ça m'est insupportable parce que je me vois vieillir ou parce que ça réveille des choses de l'ordre d'une relation compliquée. Faut pas hésiter, en fait, à poser ça là parce que ça fait prendre conscience aux professionnels qui est en face de l'ordre de priorité, du degré de gêne, encore une fois, et de quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre, parce que face à ça, c'est pas une histoire de caprice. Et puis voilà, sentir sécurité en premier, faire confiance à la relation, et puis, quoi qu'il en soit, faire confiance à son ressenti profond, c'est-à-dire... si on ne le sent pas, si finalement on n'en a pas envie, si finalement on n'est pas enthousiaste à l'idée de faire quelque chose, si la peur est toujours dominante, alors il faut soit pas y aller pour cette solution-là, soit essayer de chercher des solutions alternatives
Mais en tout cas, pas se forcer, pas aller contre sa propre conviction. Ah, c'est joli. Ma dernière question, c'est, ou bien peut-être j'en aurai encore une après. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 9-10 ans, si tu l'avais en face de toi? Je t'ai montré une photo. Oui, en arrivant. Je t'ai montré une photo, c'était super chouette. C'est le premier anniversaire que j'ai fait en Suisse. Et mon équipe de Vevey m'a accompagnée au resto parce que je venais de prendre possession de mon appartement. Mon mari et ma fille n'étaient pas encore là. Et donc, j'allais fêter mon anniversaire toute seule sur un matelas gonflable, sans meubles encore, parce qu'on déménageait le week-end d'après. Mais il s'en est passé des choses Ouais, depuis. il s'en est passé des choses trépidantes. Et puis j'ai retrouvé cette photo de moi, il y a 9 ans. Et ce que je lui dirais, te décourage pas, continue, ça va aller bien. Tu vas prendre des coups de pelle, mais tu vas te relever. Tu vas te relever parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être résilient à un moment. Et puis tu vas atteindre tes objectifs, tu vas les dépasser. Et voilà, à la limite, c'est le ciel. Tu vas être fière de toi, quoi. Oh, dis donc, c'est beau. Est-ce qu'à l'époque, tu pensais déjà à toi te faire de la médecine esthétique? J'avais déjà eu recours à des traitements de type peeling, nettoyage de peau dermatologique, justement pour la qualité de la peau et parce que j'étais à un moment avant ma grossesse et puis en postpartum avec pas mal d'imperfections. Et je voulais régler ça. Je me disais que franchement, à 30 ans, 31 ans, j'avais passé l'âge. Donc, je m'appliquais déjà là-dessus. Et je me disais, oui, bah, bien sûr, je ferai quand il sera temps. Et là, tu lui dirais quelque chose maintenant avec ton expérience et ce qui s'est passé au niveau justement de ton vieillissement ou de la peau que tu as maintenant 9 ans plus tard, 10 ans plus tard? Très bien fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai bien fait. Je regrette rien. Féliciterais. Je regrette rien. Non, je regrette rien. Je suis tranquille avec mon image, avec de quoi j'ai l'air. Bien sûr que j'ai pas exactement le même visage qu'à 30 ans, mais c'est pas le but. Je vais en avoir 41. Voilà, Team 40. Bienvenue. Mais c'est pas ça le but. Non. C'est pas ça le but. Le but c'est de se sentir bien. Moi, je dis le but c'est de vieillir avec élégance. Joli. Est-ce que tu aimerais partager encore quelque chose avant que je te laisse t'envoler vers d'autres aventures, vers le ciel comme tu as dit avant? La limite est le ciel. Ouais, la seule limite, c'est le ciel. Non, je crois que... Tu vois, on est partis encore loin, hein, toutes les deux. C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas. Oui, je n'ai pas rebondi sur certains sujets que j'aurais aimé rebondir. Donc, tu reviendras peut-être. Oh. Ou alors, il faut que je vienne en coaching. Alors on peut faire un interview coaché filmé si tu veux. Mais alors là, les questions seront différentes. Tu vas me rentrer dedans, c'est ça? Oui, beaucoup plus tu profondément. Tu vas peler l'oignon pour exactement. de bon. Là, on va être en pilote-copilote, toujours. Sauf que ça sera toi le pilote, moi la copilote. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. On va changer les rôles. Alors, pourquoi pas? Qui sait? L'avenir nous le dira. On prend rendez-vous? Hors antenne. Hors antenne. Ouais. Ok. Merci Marie d'être venue, de t'être prêtée à ce jeu. Merci Isaline pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je me suis sentie super bien. Ça me touche. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, le liker et surtout le commenter. Envoyez plein d'amour à Marie qui est venue partager son témoignage. Et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. À bientôt.